Kev Adams, bonjour. Bonjour. Vous revenez au cinéma avec les nouvelles aventures d'Aladin. On va parler de ça, de vous. Kev Adams, partout, à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur scène. C'est un succès inouï. Écoutez, je suis ravi en tout cas. Hein. Très heureux d'être en Suisse parce que c'est ici, il y a maintenant 6 ans que j'ai commencé à faire de la scène. Avant même d'aller en faire en France, j'ai commencé à jouer dans des petits bars ici à Genève il y a longtemps. Donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je reviens ici. Et c'est ici aussi que j'ai terminé mes 2 derniers spectacles au Paléo Festival de Nyon. Donc voilà, c'est un endroit qui a du sens pour moi. Il y a un titre de vos spectacles qui est très suisse, hein. Voilà, voilà. Vous savez que c'est très suisse, ça. Les Bien Suisses sûr. sont réputés pour dire voilà, voilà. Exactement. Hein, comment vous le dites, vous? Voilà, voilà. Alors, le succès, il se mesure de mille manières. Le nombre de fans sur Facebook, vous en êtes à combien? On en est à presque 5 millions. 5 millions. Hein. Bah ouais, non, mais ça fait plaisir et en même temps, j'ai l'impression que c'est toujours cette petite page Facebook artisanale que je Ouais. tiens depuis toujours et que j'ai ouvert quand j'avais 18 ans et je fais toujours les choses de la même manière sur cette page que je les faisais quand j'avais 18 ans et qu'il y avait 10 000 personnes sur cette page. Je Donc, crois qu'un de vos copains vous disait justement, si tu as 10 000 fans, t'as gagné. Hein. ouais, Ouais. il y avait un ami à moi qui me disait si tu atteins 10 000, c'est bon, c'est que c'est lancé. Et, euh, et j'ai atteint 10 000 et il m'a dit tu penses que l'année prochaine tu auras 20 000? Ouais. Et l'année d'après, je devais avoir déjà 200 000 ou 300 000 et donc après, ça a été crescendo, quoi. Alors je recommande à tout le monde d'aller voir pour voir le phénomène. Hein. Il y a les vidéos, on vous voit arriver pour les premières, etc. L'accueil qu'il y a. Bon, chez les ados, pas seulement, hein, mais il y a un phénomène des ados pour vous. Pourquoi? Écoutez, c'est pas à moi de répondre, hein. Ouais. Peut-être que les ados vous répondront mieux que moi. Ce qui est sûr, c'est que je fais les choses j'essaie de faire les choses avec sincérité, j'essaie de pas jouer un rôle, j'essaie d'être aussi vrai que possible Mhm. et de leur faire partager cette aventure de la manière la plus vraie possible, sans triche, sans maquillage, sans mise en scène. J'essaie d'être le plus franc possible. J'ai été longtemps, moi, quelqu'un de fan de plein d'artistes, en Ouais. fait. De qui? Et de plein d'artistes, de Ouais. Gad Elmaleh, de Jamel Debbouze, de beaucoup de comédiens Il français. y a une scène célèbre, hein, où vous voulez voir Gad Elmaleh, vous n'êtes rien à ce moment-là, vous êtes inconnu, et puis je crois que vous voulez accéder à lui, il est à l'Olympia. C'est Hein. ça, Et puis vous y allez, vous faites du charme 10 fois, 20 fois au physionomiste, hein, qui est exactement. là, et vous y arrivez. Et j'y arrive. Ouais. Et j'y arrive. Et je rentre dans sa loge et je lui dis, je veux faire ce métier. Je rêve de ce métier depuis longtemps et je sens que c'est un métier qui est fait pour moi et je vais le faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de travail. Et il me dit, écoute, ok. Ouais. Vous aviez la rage de faire ça, vous vouliez faire ça absolument. Ouais, ouais, depuis tout Ouais. petit. Depuis tout petit, je rêve de ça. Ouais, c'est comme ça, on choisit pas, hein. J'étais au cinéma avec ma mère quand j'étais tout petit. Je suis tombé sur un ou deux films qui m'ont heurté et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. C'est vraiment, c'est ça qui me donne envie, quoi. Les nouvelles aventures d'Aladin, on va pas raconter le film, mais enfin en gros, vous entrez au Galeries Lafayette, vous êtes là pour voler, mais vous êtes déguisé en Père Noël, donc C'est vous êtes ça. piégé et vous devez raconter des choses aux enfants. Exactement. L'histoire d'Aladin. Je dois raconter l'histoire d'Aladin, c'est le livre que je trouve devant moi à ce moment-là. Et Ouais. finalement, dans cette histoire d'Aladin, et c'est ce qui m'a beaucoup plu au scénario, je vais y ajouter finalement, je vais rajouter des ingrédients qui sont peut-être pas à la base dans le conte des Mille et une nuits, mais qui font partie de la vie de ce personnage Ouais. à ce moment-là. Quand il se retrouve coincé aux Galeries Lafayette à Paris à devoir absolument raconter cette histoire à ses enfants, effectivement, au fur et à mesure, il va se prendre au jeu et il va y incorporer des ingrédients de sa vie personnelle dans cette histoire d'Aladin que tout le monde connaît. Alors il y a Rouve qui joue le méchant vizir, très méchant. C'est ça, Vanessa Guide, la princesse, très belle. elle est très belle. Donc vous êtes amoureux évidemment. Évidemment, je suis amoureux. Ouais. Et alors? Bah écoutez, ça se passe bien, on sort ensemble maintenant depuis 4 ans tout va bien. Là, on se voit plus trop en ce moment parce qu'elle était occupée à faire des trucs de princesse, quoi. Mais là, normalement, dès que je termine en Suisse, je prends un tapis volant, je retourne la rejoindre. Et quand vous êtes à l'affiche, d'habitude ça marche. Souvent c'était des millions d'entrées. Hein, Pour l'instant, soir. je ne suis pas à plaindre. Ouais. Pour l'instant, Le, je suis pas à plaindre. le succès, ça a quel goût? C'est assez bon, hein. Ouais. Bah ouais. Je pense que ça a un meilleur goût que l'échec, hein, franchement. L'échec, ça doit avoir un goût un peu de cendre. Alors que le succès, c'est plus. Je sais pas, vous aimez quoi, vous, par exemple, en termes Il n'y a pas de culinaires? doute. Il n'y a aucun doute. Ouais. Vous aimez quoi? Vous Ouais. aimez le chocolat? Bah oui. Bah, le succès, c'est un petit Ouais. peu un goût de chocolat, hein, quand même. La peur que ça Vous aimez le s'arrête. chocolat au lait plus ou le chocolat noir? Ouais. Ouais. Bah, le succès, c'est un super 70% de cacao. Ouais. Ouais, mon pote. À quel moment, à quel moment vous le sentez le plus, ça? En fait, je crois que le succès, je réagis avec vous évidemment pour rire, mais c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde beaucoup. Je trouve que c'est génial et je trouve que c'est super et je suis conscient de la chance que j'ai d'en Bon, avoir. vous vivez à chaque minute, Bien sûr, franchement. mais
c'est pas une fin en soi, c'est ça que je veux dire. Je crois que les films sont une fin en soi, les spectacles sont une fin en soi, c'est des choses qui vont rester, qui auront une marque. Le succès, c'est le temps d'un instant. C'est un moment, une époque, un moment où le public et le projet concordent et ça fait ce truc magique. Mais je crois qu'il faut assez de recul et il faut être conscient du fait que c'est pas quelque chose qui est éternel et c'est quelque chose qu'on doit remettre en question à chaque fois, à chaque film, à chaque spectacle. Et donc finalement, c'est comme un boxeur, quoi. On monte sur le ring, on fait un KO, on gagne un combat, c'est super. Mais quand on descend du ring, bah, malheureusement, on sait qu'il va falloir y retourner à un moment donné pour garder notre titre. On a enregistré avec Stromae il y a quelques temps à votre place. Un immense artiste. Il disait, je me dis toujours, je pourrais tout perdre et puis retourner chez Quick ou je sais pas quel fast-food vendre des hamburgers comme je le faisais. Vous n'avez jamais été chez Quick, vous, hein, mais... Jamais été chez Quick, mais il est sûr que je pourrais sans aucun problème, et je le fais d'ailleurs aujourd'hui dans d'autres territoires, je pourrais sans aucun problème revenir au stade où je jouais pour une pizza. Je faisais des sketchs de 10-12 minutes et puis j'étais payé en pizza ou en demi-pizza. Et ça me permettait, un, de vivre ma passion et deux, de vivre un repas convivial entre potes après, quoi. Ouais. Donc, vous avez eu un peu de galère, pas beaucoup, mais enfin un petit peu quand même. C'était quoi, les castings? Beaucoup de castings qui ne marchaient pas? Ouais. Beaucoup de castings, beaucoup d'échecs. Qu'est-ce qu'on vous disait? Pourquoi ça ne marchait pas à ce moment-là? Vous n'avez pas la tête de l'emploi. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. Je l'ai dit souvent cette phrase, mais j'ai besoin de le dire parce que c'est une très jolie vengeance pour moi, et une vengeance saine, celle du travail. J'ai fait le casting pour un film qui s'appelle LOL, qui avait très bien marché à l'époque en France. Et je faisais le casting pour un des rôles principaux. Et la directrice de casting m'a dit pardonne-nous, mais on n'a pas l'impression que tu as le physique pour plaire aux ados. Et vous avez bien vengé là. J'ai répondu, écoutez, je suis désolé, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Et elle m'avait dit, vous savez, ce physique qui plaît aux jeunes filles, un peu beau gosse ténébreux et tout ça, malheureusement, c'est pas vous, vous êtes plutôt le grand clown souriant. Et je pense pas que c'est ça qui va plaire à notre cœur de cible. Donc ça me fait toujours un peu rire parce que la preuve qu'il n'y a pas de règle et la preuve que à force de travail, on peut séduire, j'allais dire, tous les publics. Il faut simplement se donner des objectifs et avoir très envie de les atteindre. Vous aviez une fascination pour Léo DiCaprio, hein? Ouais, dans le toujours. genre, vraiment. C'est un immense acteur. Je trouve que c'est quelqu'un. Pourquoi lui? Parce que je trouve que c'est un immense acteur. Ouais. Je trouve que c'est quelqu'un qui choisit très bien ses rôles, qui mène sa carrière d'une main de maître depuis presque 10 ans maintenant. Voilà, c'est assez impressionnant. Titanic, hein, c'était Titanic c'est Titanic qui m'a heurté en premier, mais après j'ai vu évidemment toute la filmographie de cet immense acteur. Et ça ne peut plus être le hasard. Quand il est tout le temps dans les bons projets, dans les bons films, avec les bons réalisateurs, quand il est tout le temps bien éclairé, avec la réplique qu'il faut au bon moment, avec des intrigues qui sont toujours intéressantes, qui se renouvellent toujours. Je veux dire, maintenant que je fais ce métier, je me rends compte que ça ne peut pas être du hasard. Ce n'est que du travail, ce n'est que de la précision. Et moi, je suis fasciné par ça. Je suis un grand admirateur de ça. La première illumination, vous vous êtes dit, c'est fait pour moi. Ce métier-là est fait pour moi, c'était quand? Ouais, c'était à 7 ans devant Titanic. Je me suis dit, pas ce métier est fait pour moi. Je me suis dit, je veux faire ça. Ouais. J'ai envie de faire ça. J'aimerais bien être en écran géant devant plusieurs centaines de personnes et que les gens ressentent une émotion forte, qu'ils rient tous ensemble ou qu'ils pleurent tous ensemble, mais que finalement, cet écran géant leur amène autre chose que juste du divertissement pur et dur, quoi. Juste procurer des émotions. Vous n'étiez pas dans un milieu défavorisé, comme on dit, hein, plutôt j'ai pas été classe moyenne. dans un milieu défavorisé, non. Ouais, plutôt classe moyenne, effectivement. Plutôt classe moyenne plus même. C'est-à-dire, on partait en vacances, j'ai jamais eu faim, j'ai jamais manqué de rien, j'ai eu des cadeaux à Noël, je fais plutôt partie des privilégiés, plutôt partie des chanceux. Et c'est aussi pour ça, contrairement à ce qu'on dit, souvent les gens disent, ouais, mais quand tu es élevé dans... j'allais dire soit par des parents aisés, soit comme moi par des parents qui en tout cas ne souffrent pas d'un manque d'argent, alors on a moins envie de se battre, alors on a moins envie de... Et je crois que c'est au contraire tout l'inverse. Moi j'ai eu des parents qui, quand j'étais plus petit, ont très bien gagné leur vie, et puis comme ça arrive parfois dans la vie de tout le monde, il y a eu des hauts et des bas, et puis mes parents ont plus connu un bas, et je me suis rendu compte de la valeur de l'argent très tôt, et je me suis dit c'est incroyable comme ce luxe, cette manière de partir en vacances loin ou d'un coup partir en vacances à la campagne, les années où ça va moins bien. Je m'en suis rendu compte très vite, j'en ai pris conscience très vite et ça m'a donné envie très vite aussi de travailler dur et d'y arriver vite parce que c'était un objectif sain. J'ai jamais eu un rapport malsain à l'argent. Votre univers, Kev Adams, alors les personnes un peu plus en âge parfois le connaissent mal, hein, mais c'est monsieur et madame tout le monde. Hein. Vous parlez de choses toutes simples. Les petits problèmes des ados, vous étiez bouboule par exemple un peu. Tout à fait. Voilà, là, j'ai repris un peu avec ça en Suisse à cause du chocolat, mais c'est vrai que ça va. Les cheveux, apparemment c'était un complexe, pourquoi? Toujours? Parce que vous voyez, hein, ne faites pas comme si vous ne voyez pas.
Vous voyez très bien pourquoi c'est un problème. Vous avez une coupe de cheveux qui est très propre. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est vrai. Ouais, Je vous dis c'est ça beau. pas ça pour vous C'est un séduire. peu par hasard, mais Je vous dis ça parce que c'est vrai. Ouais. Vous avez une coupe de cheveux qui est tout ce qui est de plus propre. Je vais essayer C'est-à-dire la que vôtre. c'est clean, quoi. Il n'y a rien à Ouais. dire. Vous voyez, ça marche très bien d'ailleurs avec la tenue, le costard et tout. Tout marche nickel. Qu'est-ce qu'ils avaient franchement vos cheveux? Moi, Ouais. si par exemple je mets un costume comme le vôtre, Ouais. vous allez voir qu'il y a une incompréhension entre le costume et la coupe de cheveux. Les choses ne marchent pas ensemble, quoi. Vous avez été complexé, franchement? Ouais, Ouais. je le suis encore beaucoup. Mais de quoi? À l'époque? J'ai été complexé par mon poids, par mon visage, je trouve que j'ai un visage très large, j'aime pas ça, j'aurais aimé être plus fin, j'aurais aimé être un gringalet. On a toujours envie d'être ce qu'on n'est pas, je crois. On vous appelait la calculette, hein, pour les boutons. J'avais beaucoup de Vous boutons. racontez Ouais. une scène, vous arrivez, je crois, à Neuilly, un cours de récréation. J'avais beaucoup de boutons, Ouais. énormément de boutons. Les gens se moquaient de moi. J'avais des bagues, seulement 3, on m'appelait Trident. Donc non, c'était pas forcément facile. En même temps, ça m'a forgé ce mental de fer qui me sert beaucoup aujourd'hui. Ouais. Et puis vous en jouiez, quoi. Le rire désamorçait, comme quand vous avez séduit le videur de Gad Elmaleh. Vous jouiez avec ça. Hein. Le rire a toujours désamorcé les Ouais. situations compliquées de ma vie. Vous avez la tchatch, mais on disait c'est pas la tchatch de banlieue pauvre, etc. Ça a été un complexe à l'envers pour vous parfois, C'est-à-dire d'être de bon milieu, de pas avoir à dire oui je viens de telle cité, etc. Non. Non. Non, ça n'a jamais été un complexe. Au contraire, c'est une grande fierté. Je veux dire, je suis fier de ce que mes parents ont fait. Je sais que moi, mes grands-parents sont arrivés de Tunisie et d'Algérie dans les années 50 en France, avec rien, les mains dans les poches. Et c'était des gens qui avaient soif de travail, qui avaient envie de travailler. C'est des gens comme ça qui m'ont élevé. Mes grands-parents sont arrivés les mains dans les poches, ils ont construit quelque chose de petit, puis ce petit, ils l'ont transmis à mes parents qui ont essayé de faire quelque chose d'un peu plus grand. Et moi, à mon tour, j'essaie de faire quelque chose encore d'un peu plus grand pour mes enfants et pour les générations à venir. Je crois que le travail, c'est le secret de tout ça et c'est important de le préciser. J'aime bien le dire et le répéter parce que souvent, je croise des jeunes qui me disent comment on fait pour devenir une star et cette question est déjà erronée. Le but n'est pas de devenir une star, le but est de se réaliser, de faire quelque chose qui nous éclate, de se réveiller le matin en se disant c'est génial ce que je vais faire aujourd'hui. Et quand on a ça et quand on a cette volonté-là, ben, le travail devient un plaisir plus qu'une corvée. Famille juive, Oui. c'est important pour vous? C'est un héritage qui est important pour vous? C'est important et en même temps, ça fait partie du cadre privé. Ouais. Je ne suis pas du genre à aller crier mes opinions religieuses ou politiques sur la place publique. Ça ne m'intéresse pas, je ne trouve pas que ça soit un intérêt pour les gens qui me suivent. La religion, ça a toujours fait partie du C'est la cadre sphère privée. privé Ouais. dans ma vie. Et ça a amené même de la valeur et à la foi et de la valeur à l'importance de la foi dans le cadre familial. C'est que justement, c'est quelque chose qui nous appartient à nous et qui n'a pas besoin d'exposer partout. Ça veut dire par exemple que vous êtes croyant? Je suis croyant, bien Ouais. sûr. Ça vous aide ça au quotidien? Bah, après, on s'aide de plein de choses. Moi, je mets du soutien du public, je mets de la foi, je mets du beau temps, je mets des jolies filles, je mets de toutes les belles choses qui viennent dans ma vie. Dans le Mais contexte bien sûr, actuel, c'est un équilibre. Ouais. Chez les humoristes y compris, le fait d'être juif ou musulman, ça compte forcément. Hein. Les gens aujourd'hui repèrent assez vite ça. C'est pesant parfois. Je crois que si ça compte, c'est un problème. Ouais. Moi, quand j'étais petit et que je regardais Jamel ou Gad Elmaleh, je ne me posais pas la question de lequel était juif ou lequel était musulman. Ouais. Et je m'en foutais. Et pourtant, j'étais un jeune garçon qui avait 14-15 ans et qui aurait totalement pu se poser ce genre de questions. Mais c'est juste qu'à un moment donné, le rire est fait justement pour ne pas faire de communautarisme. À mon sens, le rire est là pour casser les barrières du communautarisme. Le rire est fait justement pour qu'on puisse rire de tout Avec des et de limites, tout le pardon, monde. Dieudonné, il vous fait rire? Non, Ouais. non, il me fait pas rire, mais il m'a beaucoup fait rire. Ouais. Ça a été un immense artiste, Très bon Dieudonné. Il comédien. ne faut pas oublier, quand moi je vois le divorce de Patrick, je dois avoir 15 ans, je trouve que ce gars est d'un talent monumental. Et je ne peux pas aujourd'hui oublier le talent, de la même manière que je ne peux pas oublier l'homme raciste qu'il est aujourd'hui. Dans votre famille, il y a des gens qui ont été dans les camps, je crois. Oui, Ouais. mon arrière-grand-père. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui marque à travers même les générations? C'est un héritage. Je crois que c'est un héritage et je crois qu'il faut s'en souvenir. Pas seulement pour mon histoire ou ma famille personnelle, pour l'histoire avec un grand H. Il ne faut pas oublier qu'il y a 60 ans dans ce pays, on déportait des gens parce qu'ils étaient homosexuels, ou parce qu'ils étaient juifs, ou parce qu'ils étaient tziganes, et puis on les envoyait dans des camps de la mort. Moi, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de le dire aux jeunes, à mes petits frères, j'ai des petits frères qui sont jeunes, je leur dis. Pourquoi? Parce que c'est notre devoir de rappeler que c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une génération où tout va tellement vite que parfois, bien sûr, on peut se dire mais ça peut se reproduire avec les juifs, avec les musulmans, avec qui d'autre? Qui sera la prochaine cible de l'opinion publique?
Moi, je suis contre ça, contre le communautarisme, et je suis pour le vivre ensemble. Alors, ça fait un peu Miss France ou Miss Suisse de dire ça, mais c'est la vérité, et j'ai été élevé là-dedans. Vous en J'ai été plaisantez élevé bien, par vous dites, vous vivez une sorte d'année Miss France permanente, c'est-à-dire vous baladez partout, vous faites je partout. me balade partout, on me donne les spécialités locales à manger, les gens me reçoivent bien, ils sont gentils avec moi. C'est ça qui vous fait grossir. C'est ça qui me fait grossir, oui. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est quand je dis une année Miss France, c'est une année très remplie finalement et de rencontres très diverses et variées et dans plein d'endroits différents. Plaire, vous avez beaucoup plu, vous dites quand même, bon c'est banal, mais le métier c'était au début pour ça aussi, hein, pour plaire. Le métier, si on fait ce métier, si on est acteur à la base, on a envie de plaire. On a soit un problème d'ego, soit un problème avec sa propre image, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de plaire et de prouver quelque chose. Sinon, on n'a pas besoin d'aller faire des films qui vont être vus par des millions de personnes. Moi, si j'en ai besoin aujourd'hui, c'est parce que je suis conscient de ça. Je me suis longtemps pas aimé physiquement, je me suis longtemps détesté, parfois encore aujourd'hui, et le cinéma me fait du bien. C'est une thérapie personnelle qui en même temps est mon travail et que je fais avec beaucoup de bonheur et beaucoup de passion. Mais il faut reconnaître que quand on décide d'être premier rôle d'un film, il ne faut pas se dire bah non, je suis complètement normal. Bah attends, j'aurais pu faire ça au boulanger. Non, bien sûr que non. Il y a quelque chose dans la tête qui fait qu'on a envie de ça particulièrement. Votre premier amour, c'était comment? C'était naze. Naze, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'étais jeune et que je suis tombé très vite très amoureux et puis j'ai été déçu très vite et puis en même temps c'est marrant les chagrins d'amour. Moi je l'ai eu un peu à l'inverse. Souvent c'est les jeunes filles qui disent je suis sortie avec lui, j'étais folle amoureuse et puis je me suis fait jeter et puis ça m'a brisé le cœur. Ouais. Moi j'ai vécu ça un peu mais du côté garçon et c'est vrai que c'était très étrange quoi. J'ai tout l'inverse de l'histoire bad boy en histoire d'amour. Je suis quand même vachement une sorte de poule mouillée en amour. Vous avez eu des chagrins amoureux beaucoup? Énormément. Ouais. Vous voulez qu'on interrompe un instant pour... Non, ça va. Vous les revoyez, ces filles-là? Non. Ouais. Vous les imaginez? Même pas. Quand j'étais petit, je me disais... Il n'y a pas la petite petite revanche comme pour la casteuse? Ce qui est marrant, c'est que quand elles m'ont jeté, ouais. je me disais, un jour, tu verras bien, quand je serai connu, tu t'en mordras les doigts. Ah, vous disiez ça? Et aujourd'hui, maintenant que c'est le cas, je me dis plus ça. Ouais. Finalement, quand on y arrive et quand on se bat pour son rêve et que ça arrive, ne serait-ce que le temps d'un instant, parfois c'est pas éternel, mais ne serait-ce que le temps d'un instant, quand ça arrive, bah, on a cette sensation de travail bien accompli qui enlève la sensation, ce besoin de vengeance, ce besoin de dire haha, je l'ai fait, tu l'as vu. J'ai plus besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles, c'est comment? Moi, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ça va mieux. Ça va. Et vous, ça va? Bon, moi, vous êtes journaliste, c'est pas porteur. Hein. Oui, mais bon, quand même. Présentateur du JT, aïe, 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 beau gosse. Vous savez bien qu'il y a des artistes qui font les tournées, qui ont des listes de filles, qui savent que dans chaque ville, etc. De quoi? C'est quoi ça? Ah bah oui, il y a des artistes qui sont connus pour ça, pour avoir des listes de filles. Je vous donnerai les détails tout à l'heure. Non mais sérieusement. Qui ont des listes de filles de quoi? J'ai pas suivi. Vous en avez profité, vous, pendant les tournées? Des filles, des fans, etc. Alors, profiter des filles et des fans, dit comme ça, bien sûr que non. Est-ce que j'ai déjà eu des aventures amoureuses avec des fans ou avec des filles en tournée? Oui, ça m'est arrivé. J'appelle ça des aventures amoureuses parce que moi, je ne suis pas du genre à rencontrer une fille en fin de soirée et puis simplement à coucher avec elle. Je vous parle très honnêtement. Moi, j'aime bien discuter, j'aime la séduction. Je trouve que c'est quelque chose de très agréable dans la vie et je trouve que c'est un rapport qu'on perd de plus en plus avec les réseaux sociaux, avec les trucs de rencontres en ligne, les Snapchat, etc. Ouais. On perd la séduction. Et c'est dommage parce que je trouve que la séduction, c'est quand même un des trucs les plus excitants dans la vie. De pouvoir essayer de séduire l'autre, essayer de rentrer dans sa tête, essayer de comprendre ou de savoir ce qu'il pense ou ce qu'il ressent sur moi ou sur lui ou sur elle. Je trouve ça très fort et j'aime ça. Quand on dit Don Juan, Casanova, c'est des personnages qui vous plaisent, que vous trouvez sympas? Ouais. Après, ils avaient tous les deux des défauts, on va dire aussi. Ouais. Don Juan, c'était quelqu'un qui était pour le coup un grand aficionados de la séduction, mais qui n'avait pas beaucoup de respect pour les femmes non plus. Il y a une forme de gentillesse. Hein. Votre humour à vous est plutôt gentil. Ça vous va comme adjectif? Ça dépend de quelle manière il est utilisé. Oui, quand on dit gentil, d'ailleurs, de dire il n'est pas engagé. J'ai pas besoin aujourd'hui de parler de politique ou de religion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour être engagé. Aujourd'hui, en France, on nous taxe d'engager uniquement lorsqu'on va sur des sujets tendancieux, qui font polémique. Moi, ce n'est pas des sujets qui m'intéressent parce que ce n'est pas des sujets qui me font rire. Et j'ai choisi le rire comme métier. Vous parlez très bien de votre grand-père, c'est votre grand-père hein, qui, en mourant,
a beaucoup compté dans toute sa vie, mais au moment de sa mort, en vous donnant un peu le passage. Ouais, beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un qui était un passionné du spectacle, qui arrivait de Tunisie en France, comme je vous l'ai dit, avec les mains dans les poches, et qui vivait en Tunisie beaucoup de spectacles de rue. C'était quelqu'un qui jouait de la mandoline et de la derabouka très très bien, et et qui a toujours été un enfant du spectacle. Au-delà d'un enfant des rues, un enfant du spectacle, parce que c'était sa manière à lui d'exister dans les rues de Tunis. Il faisait de la musique avec ses amis qui avaient un groupe de musique. Et c'est comme ça, non seulement qu'ils gagnaient de l'argent, donc ils se payaient à manger, et c'est aussi comme ça qu'ils étaient heureux. Et il nous a transmis ça à moi et à mes cousins, à tous ses petits-enfants, il nous a transmis ça. Ce côté, le spectacle est une joie. Le spectacle est toujours une joie. Lorient, vous l'avez encore en vous? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je crois que c'est malsain d'oublier qui on est, et je crois qu'il faut toujours savoir qui on est pour mieux savoir où on va. Donc je me suis beaucoup renseigné sur la vie de mes grands-parents, et parce que ça m'intéresse beaucoup aussi de savoir comment des gens comme eux, qui n'avaient rien, ont réussi à se construire une situation en France, ont réussi à faire des enfants en France et à devenir français avec un grand F, quoi. Moi, c'est une histoire qui m'intéresse, ne serait-ce qu'en tant que fan d'audiovisuel et de cinéma, juste pour l'histoire. L'histoire est fascinante, il fallait l'entendre. Donc bien sûr, ça m'intéresse, et bien sûr que je porte encore l'héritage de l'Orient. Beaucoup moins, parce que évidemment, moi, je n'ai pas été élevé comme ils l'ont été. Moi, j'ai jamais été en Tunisie de ma vie, ou peut-être une fois. Donc forcément, je ne vais pas baigner là-dedans comme eux. Mais j'emporte les valeurs, j'emporte leur héritage. Et pour revenir sur mon grand-père, c'est quelqu'un qui nous a tous inculqué la force et la valeur du travail. Qui nous a toujours dit, si vous voulez devenir éboueur, je vous soutiendrai jusqu'au bout. Mais battez-vous pour être le chef des éboueurs, pour être celui qui dit on va chercher ces poubelles-là à cette heure-ci. Et pas celui qui sera là et qui va dire ah bon, mais c'est où les poubelles? C'est ça l'intérêt. Et j'ai été porté dans ce leitmotiv toute ma vie. Donc le travail, le travail, le travail. J'ai eu un grand-père qui s'est déchiré au travail toute sa vie et j'essaye de lui rendre hommage aujourd'hui. Ouais. Et ça marche. Merci Kev Adams. Les nouvelles aventures d'Aladin. Voilà, avec la princesse Chaya. Est-ce qu'elle cédera à la fin à Aladin? Est-ce qu'elle cédera à Aladin? Telle est la question. En tout cas, merci à vous pour cet entretien. Merci à vous. Et j'allais dire joyeux Noël, puisqu'on parle d'Aladin dans le film, mais c'est peut-être tôt, quoi. Merci. En tout cas, merci la Suisse. Merci. Et vive la Suisse. Et vive les cantons. Merci beaucoup.